Bonjour Mathieu, merci de nous rejoindre sur cet épisode pour échanger sur la thématique du yuan numérique et des monnaies numériques de banque centrale au global d'ailleurs. Tu es avocat spécialisé sur ces questions et c'est à ce titre qu'on te reçoit aujourd'hui. Second passage d'ailleurs chez Cryptost après notre épisode sur la blockchain et l'intelligence artificielle qui est ton autre domaine d'expertise et de prédilection. Mathieu, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter justement ce premier épisode, et ils ont bien tort. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Valentin, merci pour l'invitation, hein. Ravi d'être sur Cryptost. Alors je m'appelle Mathieu Kinou, je suis avocat. J'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Legal Brain et par ailleurs je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai pas mal travaillé sur la Chine, notamment dans le cadre de mon doctorat que j'avais fait il y a quelques années. Voilà. Alors Mathieu, aujourd'hui on va parler du yuan numérique, donc voir les répercussions que pourrait avoir cette monnaie numérique de banque centrale sur le monde. Qu'est-ce qui pourrait changer? Même si on a eu l'occasion d'esquisser un peu ce tableau dans notre dernier épisode, avec la jonction entre le crédit social d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre et le yuan numérique au centre de tout ça. On va y revenir là aussi dans cet épisode. Et on verra également comment les autres puissances se positionnent pour faire face à l'avancée de la Chine. Mais avant ça, un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale, en quoi ça correspond concrètement? Alors, les MNBC, oui, bah, c'est un phénomène qu'on a vu apparaître. Au début, on parlait surtout d'ICO d'État. En fait, on a vu le Venezuela faire ça en s'appuyant sur des blockchains préexistantes pour essayer de contourner des embargos. Alors, pour le Venezuela, c'était vraiment l'embargo américain qui était ciblé. Donc, pour eux, c'était un moyen d'adosser en fait leur monnaie qui était en perte de valeur sur leurs ressources, notamment le pétrole et justement de faciliter des échanges avec d'autres partenaires internationaux en contournant en fait le dollar. Et donc après, on a vu apparaître que ce soit des grands projets de GAFA type Libra, Diem, donc le projet de Facebook, hein, de consortium, et à côté de ça, une vraie réflexion autour de monnaie numérique de banque centrale sur blockchain ou pas réellement sur blockchain, sur des registres plus ou moins distribués, mais ayant en fait une particularité, c'est de au lieu d'être dans une logique de numérisation scripturale comme on peut avoir au niveau des banques commerciales, avoir un modèle qui réplique celui des billets de banque ou des pièces, mais de manière numérique. Donc avec une logique un peu d'unicité en fait et de transfert d'un point à un point B, et non pas simplement finalement une équivalence comptable, quoi. Voilà, donc c'est ça, et on en a vu apparaître dans différents pays. On a déjà un peu en cours avec dans les Bahamas, etc. Mais la Chine, parmi les grands pays, les grandes puissances, c'est vraiment, je pense, le pays le plus avancé quoi, à ce niveau-là. Quel est l'intérêt d'avoir ces monnaies sous forme numérique pour les citoyens? Il y a une certaine méfiance de la population sur ces technologies qui peuvent être intrusives, puisque les MNBC supplanteront le cash et seront extrêmement traçables, hein, clairement. Est-ce que c'est une peur, cette peur du citoyen, est-ce que c'est une peur qui est justifiée à tes yeux? Oui, bah, comme on le voit par exemple sur Bitcoin, hein, paradoxalement, Bitcoin a été aussi pensé pour être une monnaie numérique, mais on a vu par exemple ce qui avait pu se passer dès que les personnes utilisaient un KYC pour sortir leur argent, hein. On pense au cas de Silk Road où bah, tout allait bien, enfin, tout allait bien pour ces personnes qui faisaient cette économie-là un peu parallèle. Et quand elles ont souhaité sortir cet argent-là, elles avaient été quand même tracées au niveau de leur portefeuille et donc de leurs clés publiques. Quand elles sont allées voir des exchanges, ben, il y a eu des déclarations de fait et au moment de sortir cet argent-là dans les banques, ben, elles sont fait avoir par les autorités. Donc c'est un petit peu la même logique, sauf que là, ce sera à grande échelle et pour tout type d'opération et sans avoir même à passer par un tiers qui, oui ou non, va faire une démarche, on va dire, vis-à-vis des autorités. Là, ce sera automatiquement réalisé et ce sera vraisemblablement, ces MNBC seront pas du tout dans une logique décentralisée, en tout cas la majorité d'entre elles. Ça va être vraiment des outils centralisés où il pourrait y avoir un gel des avoirs si on s'aperçoit par exemple qu'une transaction a été faite avec un objet illégal ou voilà. Aujourd'hui, c'est clairement la Chine, hein, qui mène le lead sur ces questions des MNBC, ces monnaies numériques de banque centrale. Alors, quelle est sa position, justement, et quels sont les objectifs de ces attaques répétées contre Bitcoin? C'est de supprimer
toutes les alternatives possibles pour réussir à imposer son yuan numérique? À mon avis, oui, hein. Je pense que, en tout cas, dans leur logique, ça s'inscrit en fait dans alors, il y a une recherche quand même de compétition vis-à-vis du dollar et de désindexation aussi du dollar pour le yuan. Ça peut passer justement par ce yuan numérique qui serait quand même technologiquement assez avancé et pourrait devenir un standard pour différents pays. Vis-à-vis des cryptos, effectivement, hein, bon, les ICO étaient déjà interdites. Au niveau des exchanges, il y avait déjà de vraies difficultés pour maintenir une activité en Chine. Le minage avait plus ou moins échappé à ça. Aujourd'hui, la position sur le minage n'est pas encore complètement claire, même si ça a beaucoup d'incidence enfin, ça aurait beaucoup d'incidence sur Bitcoin dans la mesure où il y a une grande partie du minage qui est réalisé en Chine. Donc, s'il y a une pression au niveau écologique réalisée vis-à-vis de la Chine, vraisemblablement, il y a une crainte à avoir à ce niveau-là. Moi, je doute, hein, franchement, qu'on ait le DCEP, donc ce MNBC, cette monnaie numérique d'État chinoise, qui soit utilisable sur des exchanges. Je pense que ce n'est pas du tout la démarche, hein. On est loin des approches USDT, stablecoin, hein. Là, c'est vraiment un réseau parallèle qui va être centralisé, qui aura des fonctionnalités proches de ce qu'on peut retrouver sur les blockchains en termes de traçabilité et de caractère programmable. Mais l'idée, c'est pas d'être fondamentalement compatible avec les écosystèmes préexistants ou de privés, quoi. Là, c'est très intéressant. Tu parles de monnaie programmable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu as des cas d'utilisation concrets de cette caractéristique qui incarne justement le mouvement des monnaies numériques de banque centrale? Ah, ouais, ouais, tout à fait. Bah, disons que, enfin, moi, ce que j'appelle monnaie programme, c'est une simplification, hein, mais disons que c'est ce que permet l'écosystème Ethereum, par exemple. L'idée, c'est, voilà, on peut créer des jetons secondaires, on peut faire une ICO, on peut faire une DAO, on peut conditionner un smart contract à tel événement dans la chaîne ou à l'extérieur en passant par des oracles. Voilà, c'est ce type de choses-là. Et ça, quand c'est géré par un État, ça peut avoir des incidences importantes. Par exemple, donc, au niveau des décisions de justice, par exemple. Parce qu'une décision de justice, classiquement, hein, quand elle porte sur des dommages-intérêts, il faut passer par un huissier qui va aller voir ensuite une banque pour récupérer l'argent, ou qui va aller voir la personne pour saisir ses actifs si elle ne paie pas volontairement. Bah, là, avec les MNBC, on peut tout à fait imaginer que, au lieu de passer par un huissier, on peut tout à fait avoir un envoi qui serait envoyé par un tribunal de commerce, par exemple, vers la Banque centrale avec une obligation de geler les avoirs, par exemple, au cours de la procédure, et ensuite bah, une opération qui est faite immédiatement. Et ça, bon, au niveau interne, déjà, ça pose un certain nombre de questions, mais quand on est au niveau international, s'il y a une MNBC qui est choisie plutôt qu'une autre, ça crée vraiment une extraterritorialité qui est extrêmement délicate à gérer, hein, puisque en fonction du choix de la MNBC qui sera fait dans un contrat international, un pays aura la main mise en fait sur l'opération, puisqu'il pourra bloquer, etc., ou forcer l'exécution d'un contrat, en tout cas sous son versant monétaire. Est-ce qu'il faudrait imaginer à ce moment-là que les alternatives, les monnaies scripturales de banques privées, les billets ou autres, n'existent plus? Bah, je pense que ça va être progressif, hein. L'idée, c'est, on voit par exemple en Suède, ils sont aussi assez avancés, et la question de ne plus avoir en fait de pièces et de billets, c'est posé, hein. La fin du cash, hein, c'était quand même un vrai enjeu, hein, et ça en reste un. Bon, c'est considéré comme bon, au-delà des questions écologiques, hein, qui se posent de plus en plus, hein, c'est aussi la question de justement, on voit aussi les personnes qui défendent aussi Bitcoin et qui présentent à juste titre en fait le cash comme l'endroit où on réalise vraiment les transactions illégales, puisque là, il n'y a pas vraiment de traçabilité. Alors effectivement, il y a un numéro de série, hein, sur les billets de banque, hein, mais voilà, à partir du moment où c'est passé 3 fois de main à main et qu'il n'y a plus un lien direct avec l'endroit où on a tiré la somme, ben voilà, hein, c'est intraçable, entre guillemets. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la MNBC ou avec la crypto, enfin avec les cryptos qui ne sont pas vraiment structurés autour d'un modèle privacy avec de la preuve à divulgation nulle. Enfin, je pense à Monero ou à Zcash, où voilà, il y a ces modèles-là qui sont pensés. Bitcoin, c'est pas le cas, par exemple, ou en tout cas de manière bien, bien moindre, et on peut finalement suivre les transactions. C'est aussi le principe. Bah, donc, c'est la même chose avec les MNBC. Et donc, on peut avoir ces flux-là. Donc, à terme, c'est ce qui est envisagé. Et au niveau scriptural, alors bon, je pense que ce qui est souhaité, c'est quand même pas de, bon,
les banques centrales n'ont pas non plus comme volonté, vraisemblablement, d'empêcher les banques commerciales de prospérer, hein, ni non plus les fintechs. Au niveau chinois, justement, hein, c'est pensé de concert avec les fintechs. Au niveau des banques commerciales, la question se pose un petit peu différemment en Chine de ce qui se fait en Europe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en partie étatiques, etc. Donc, c'est un peu un autre enjeu de celui que nous, on peut avoir. Mais en tout cas, au niveau des fintechs, ils en ont d'assez puissantes qui sont aussi à capitaux partiellement ou même majoritairement privés. Bon, on a vu ce qui avait pu se passer pour Alibaba, hein, quand il était. Enfin, voilà, on sait ce qui a pu se passer. Donc, clairement, ils doivent quand même rester un peu dans la ligne du parti. Hein, mais, mine de rien, ils cherchent quand même à aussi avoir leur fleuron privé, hein, en Chine. Hein. Donc, ils vont pas les dépecer ça ou les affaiblir de manière trop directe et immédiate. Je pense pas que ce soit la stratégie. En tout cas, c'est pas comme ça que c'est verbalisé, en tout cas. Et comment ça prendrait forme? Les citoyens auraient tous un compte ouvert à la Banque Centrale Européenne, à la BCE, avec un wallet ou un QR code sur son téléphone et on recevra son salaire dessus. Et les banques privées, à ce moment-là, ne serviront que d'établissement de crédit. Euh, comment ça, comment ça pourrait s'articuler? Comment ça pourrait prendre forme, cette MNBC, ces MNBC? Bah, ça peut être, c'est une logique applicative, hein, donc ça va être vraisemblablement, en tout cas la manière dont c'est pensé en Chine, ça va être justement ces fintechs qui vont proposer un peu des portefeuilles qui seront en lien direct en fait avec l'émission monétaire par la banque centrale. Voilà. Et donc du coup, ce sera pas des tenues de compte par des banques commerciales, mais finalement des flux gérés sur un protocole euh, géré à la base par la banque centrale, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura toujours des services qui viendront s'ajouter à ça. Hein, bien sûr, on peut tout à fait imaginer des systèmes de. Alors, je sais pas si on pourra appeler ça vraiment de la DeFi, hein, mais on peut imaginer ça. Enfin, ce sera de la DeFi recentralisée. C'est de la réintermédiation en profondeur, hein, quand même, ce qui est en train d'être pensé au niveau des MNBC. Hein. Quand on pense que, par exemple, la blockchain était structurée pour être décentralisée, désintermédier un certain nombre de choses, là, on a un mouvement quand même vraiment inverse à l'avant. Revenons sur la traçabilité. Est-ce que ça changera réellement quelque chose par rapport à tous les outils qui sont déjà en place et qui surveillent et traquent les flux financiers, mis à part la disparition du cash? Y aura-t-il vraiment un changement en gros? Bah, je pense que ça va amplifier ce phénomène-là. Justement, hein, les autorités auront plus besoin de quand même demander leur avis aux banques. Enfin, ils ne demandent pas vraiment leur avis, mais il y a tout un délai, il y a quand même une procédure préalable, il y a un parcours à suivre, hein, quand même, et il faut quand même apporter des arguments, justifier ça. J'imagine que ce sera aussi le cas, hein, en tout cas dans certains pays qui chercheront quand même à maintenir des procédures, mais tous les pays risquent de pas forcément procéder comme ça, hein, avec des logiques de précaution dans l'urgence, etc. Donc, ça, c'est pas d'une évidence totale. Après, effectivement, autant aujourd'hui, on a quand même une pluralité de modèles de paiement. On peut avoir plusieurs banques dans plusieurs pays, etc. Euh, Si on passe sur un modèle pleinement MNBC, ça limite quand même les possibles. Et par ailleurs, au niveau, par exemple, de la fiscalité, elle pourrait être payée automatiquement par ce biais-là à chaque opération, un peu comme une retenue à la source, en fait, mais en amplifié, en fait. On peut aussi avoir des systèmes. Donc, pour la Chine, le système de crédit social, il est très parlant. C'est un modèle il y a deux versants, il y a deux aspects en fait au crédit social. Il y a un aspect qui est vraiment lié au crédit en fait, enfin au crédit au sens financier du terme, quoi. C'est vérifier que les personnes ont un comportement qui leur permettrait a priori de rembourser une dette. Donc on va vérifier si on peut leur faire confiance du fait de leur comportement et de la manière dont elles se comportent en société et donc vérifier si elles peuvent emprunter dans de bonnes conditions. Et après, il y a un versant encore plus on va dire, de contrôle de la population, donc qui va un peu au-delà et qui donne lieu, par exemple, à des enjeux autour du transport avec des personnes qui peuvent pas justement voyager dans les mêmes conditions que d'autres, etc. Donc ça, c'est des vraies questions. On n'est pas du tout dans la même civilisation. Hein. Je veux dire, en Chine, il y a une approche très confucéenne aussi quand même qui reste, hein, malgré le régime communiste, si tant est qu'on puisse vraiment encore parler de ça aujourd'hui en Chine. C'est un communisme complètement transformé, très capitalistique, etc. Mais il y a quand même encore cette culture confucéenne qui est une culture aussi où c'est une société qui s'autorégule, mais pas par des lois, par finalement le rapport à l'autre,
la réputation qu'on lui donnera, les liens de confiance qui s'inscrivent dans la durée, etc. Donc cette autorégulation, finalement, ce système de crédit social est une automatisation de la société confucéenne, quoi. Et donc si on rajoute à ça en fait des choses qui se font tout à fait en crypto, hein, c'est-à-dire des mesures incitatives, et on va dire bah voilà, si vous avez tel ou tel comportement pour faire en sorte aussi que la blockchain tourne bien, on va vous donner un avantage financier ou inversement, on va vous enlever des cryptos, eh ben, on peut tout à fait avoir un modèle comme ça qui organise avec bah, finalement aussi une immédiateté dans la récompense financière. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu. Et on voit que la Chine joue un peu avec des outils qui sont utilisés dans le domaine de la crypto. On a eu des airdrops, c'est-à-dire que pour expérimenter cette monnaie-là, à Shenzhen ou autre, dans les grandes villes, un peu les technopoles chinoises qui ont donné lieu à l'expérimentation, il y a eu des airdrops auprès de la population pour pouvoir tester la monnaie, quoi. Ce pas des sommes colossales, mais c'est assez amusant de voir que justement, ils s'inscrivent dans cette démarche-là de mesures incitatives, de fédération aussi, un peu de communauté dans l'expérimentation. Voilà, c'est intéressant aussi cet angle. Et là, actuellement, les expérimentations en Chine, qu'est-ce que ça donne? Apparemment, c'est très positif. Apparemment, enfin, ce qui a l'air d'être dit, c'est qu'ils vont vraiment généraliser à tout le territoire d'ici peu. Euh, Et à ce moment-là, le Monero et les autres monnaies qui protègent la vie privée seront interdits et disparaîtront ou prendront une place plus importante selon toi? bah, je pense que c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que ça risque d'être interdit et ça risque d'avoir peut-être, en tout cas, un usage pour. Ça risque d'être une des dernières zones de liberté pour certaines personnes, en tout cas. C'est possible, hein. Et on voit que ça commence à être progressivement interdit, qu'il y a même des plateformes d'échange qui les délistent, hein. Il y a eu du délisting de Zcash, etc. Alors que c'est. Moi, j'aime beaucoup la preuve à divulgation nulle, donc ça m'attriste un peu. Alors. Et l'enjeu pour moi sur cette techno-là, il est au niveau de l'identité décentralisée et sur la capacitation citoyenne, donc la possibilité de retrouver finalement un peu de vie privée tout en étant actif potentiellement sur Internet, c'est-à-dire pouvoir approuver un état, un droit, sans avoir à divulguer des données personnelles. Bah, ça, c'est vraiment très intéressant. Et si on coupe un petit peu toutes ces technos qui permettent de l'anonymisation, vraisemblablement, bah, ça va pas être une bonne chose. Et en tout cas, pour les libertés individuelles et le fait de ne pas être contrôlé ni par des grandes entreprises, ni par des États. Voilà. Mais bon. Ouvrons le chapitre guerre économique entre la Chine et les États-Unis. On sait que les États-Unis sont moins avancés a priori que la Chine sur leur MNBC. Alors, quelle est leur vision? Est-ce qu'ils ont peur de cette capacité un peu qu'aurait la Chine de diffuser leur monnaie et donc ils vont essayer assez rapidement de se mettre à niveau? Ou est-ce qu'ils sont encore sereins concernant leur bon vieux dollar? Ah, je sais pas. Enfin, on voit quand même que les États-Unis, quand Libra est apparu, ils ont vraiment essayé d'éviter ça un maximum. Ils ont fait venir Zuckerberg au Congrès. Il y a eu toute une discussion. Le projet est un peu en pause. Il a changé de nom. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont partis. Donc, ils ont bridé ça. La Fed a, je crois, deux projets en cours qui sont vraiment même pas encore à la phase d'amorçage. Il y a eu un peu de retard pris, hein, effectivement. Bon, il y a eu aussi un changement de pouvoir aux États-Unis assez radical il y a quelques mois, donc ça risque d'évoluer dans un sens qui n'est pas encore clairement défini au niveau de la manière de penser justement ces monnaies de banque centrale aux US. Après, je pense que la Chine s'inspire beaucoup aussi des États-Unis au niveau monétaire, c'est-à-dire que l'hégémonie du dollar, ils ont vu ce que c'était, ils l'ont subi. Là, le dollar, bah, finalement, il risque d'y avoir une hyperinflation avec finalement tout cet argent magique, que ce soit aux États-Unis, encore plus en Europe et un peu moins en Chine. La monnaie chinoise est vraiment là très bien positionnée au niveau à la fois structurel, géopolitique, ce qui n'était pas le cas avant, hein. C'était terriblement discuté, justement, la transparence au niveau de l'émission monétaire chinoise et son indexation, qui s'inscrivait dans une logique un peu effectivement de guerre économique ou en tout cas de logique commerciale pour favoriser l'industrie locale à l'exportation. Et là, on voit que c'est un petit peu un positionnement différent, vu que la crise a été très honnêtement mieux gérée en Chine, notamment sous l'angle économique. Et donc, ça a des incidences positives. Et après, au niveau technologique, ils ont ce super outil qui est bien plus avancé. Après, le dollar, en fait, a été utilisé par les Américains dans différents plans. On voit, par exemple, il y a un domaine qui est très intéressant,
celui de l'extraterritorialité du droit. C'est-à-dire que quand on va libeller un contrat international en dollars, ça peut avoir des conséquences ensuite sur la compétence du juge américain pour traiter l'affaire. On va avoir une personne au Congo avec un Français et quelqu'un qui est, je sais pas, à Singapour. Et au final, le juge américain se reconnaîtra compétent parce que c'est le dollar qui a été utilisé, en fait. Et donc ça, bon, c'est quand même assez unique. Et ça permet en fait déjà de récupérer de l'argent dans ce contexte, hein, éventuellement, en mettant une sanction pour non-conformité à telle ou telle loi. Et par ailleurs, ça permet d'avoir une vraie emprise en fait sur le développement d'autres pays et sur les contrats internationaux. Bah, je pense que les monnaies numériques de banque centrale risquent de s'appuyer sur un peu cette jurisprudence américaine sur le rattachement en fait au dollar en droit international privé. Et donc, on peut être dans des situations où finalement le choix de la MNBC va être un choix absolument structurant pour saisir des sommes dans le cadre d'un contrat international avec une autre partie. Et simplement en allant voir son État et en disant, bah, écoutez, moi je suis une grande entreprise de ce pays, j'ai utilisé la MNBC locale, j'ai réussi à négocier ça. Maintenant, j'attends de vous qu'il y ait une saisie sur le protocole des MNBC qui sont détenus par mon partenaire qui n'a pas exécuté le contrat. Et ça va être quand même vraiment, ça risque d'être très intense au niveau des négociations internationales autour de ça. Parce Ça n'a que, pas commencé, hein. parce que contrairement à l'Ethereum, par exemple, à l'Ether, pour parler crypto, on peut roll-up la chaîne et faire ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est administré, hein, donc ça va même pas être ouais, c'est même pas du proof of authority, c'est vraiment là, c'est des registres vaguement distribués, quoi. Ça ressemble, ça va même au-delà des blockchains privées interinstitutionnelles, là, hein. D'ailleurs, je pense vraisemblablement, en tout cas, la DCEP, la monnaie numérique chinoise, l'objectif au départ, c'était de la faire sur une blockchain, mais apparemment, au niveau du nombre de transactions par seconde, ce qui était possible techniquement à l'heure actuelle au niveau de la blockchain n'était pas suffisant par rapport à leurs objectifs. Du coup, ils vont peut-être pas passer par une blockchain. Alors, il y aura vraiment des caractéristiques communes, hein, ça c'est sûr, notamment la programmabilité, la traçabilité, mais on ne devrait pas être sur une blockchain au sens strict au niveau que ce soit, bon, alors en blockchain, ça veut tout et rien dire, hein, mais au niveau architectural décentralisé, la manière aussi de structurer finalement les blocs et les transactions en les injectant et en les inscrivant finalement sur une chaîne qui peut pas être modifiée, etc. Ça n'a pas grand sens en plus quand on est sur une logique administrée d'avoir ça. C'est de la perte de puissance de calcul aussi en partie. Il y a quelques mois, la Banque centrale européenne avait sondé les Européens sur le format et la forme que pourrait prendre l'e-euro, qui pourrait intervenir d'ici 5 ans a priori. Quel est le regard des Européens et des institutions à ce sujet? Ben, le risque, en fait, au niveau européen, c'est qu'on ait à créer une CBDC dans l'urgence, quoi. Parce que si la Chine commence à vraiment s'étendre avec ça, notamment en Afrique, et à négocier ses contrats avec ça, et que c'est considéré comme tout à fait pertinent, efficace, et que ça permet de remporter aussi des contrats et de mieux administrer ces contrats-là, et du coup de proposer aussi des taux d'intérêt plus bas, des choses comme ça, je pense que il va falloir, enfin, il y aura une pression pour accélérer. Simplement. Bon, au niveau européen, clairement, il y a pas encore vraiment cette volonté. La perspective, elle est à 4 5 ans. C'est tard. Moi, j'avais répondu justement à l'enquête de la BCE sur ça. Il y avait des choses intéressantes. La question de l'anonymisation, justement, était posée. Bon, voilà, ça reste quand même des questions assez vagues pour solliciter, on va dire, at large, le public et la société civile, hein. Donc, ils en font ce qu'ils veulent de nos réponses. Par contre, la question de la programmabilité, qui est centrale, et c'est là qu'on les attend, n'était pas posée. Alors que si on veut vraiment avoir une monnaie numérique de banque centrale puissante, il faut qu'au niveau des contrats intelligents, elle soit la plus pertinente. C'est là que se fera la différence aussi, hein, à l'international. Et après, en interne, on espère avoir de l'anonymisation. Mais ça, c'est facile à définir. Et bon, c'est presque une garantie aussi démocratique. Alors, quand on parle de la Chine et du modèle confucéen, c'est une chose. Quand on parle de l'Europe, on pense quand même aussi aux droits de l'homme et à la question de la non-discrimination, aux enjeux aussi de vie privée.
il y a RGPD pour protéger aussi nos données personnelles. On attend quand même que ce soit aligné avec ces valeurs-là. Et donc ça va pas être d'une simplicité totale à créer. Mais ça peut devenir aussi un standard si c'est un standard respectueux d'un certain nombre de droits et qu'il y a voilà, que c'est bien pensé. Mais bon, ça va être lourd à créer, hein. Avec la programmabilité, on pourrait écrire la quantité de la monnaie, mieux contrôler l'inflation, ou c'est pas du tout l'objectif? La question de la quantité bah, pour moi, la question de la programmabilité, elle se pose plutôt un peu au niveau secondaire, c'est-à-dire plus au niveau du registre de commerce, quoi. C'est-à-dire que quand on va créer des jetons, par exemple, pour un crowdfunding d'entreprise, bah, on va faire un smart contract et on va émettre des jetons secondaires qui auront tel ou tel nom. Et cela, oui, effectivement, on pourra donner une quantité comme on donne une quantité d'actions ou comme on donne une quantité de jetons quand on crée un projet sur blockchain. Après, ce qui fonde de l'émission monétaire, il risque d'y avoir une certaine opacité, j'imagine, en partie en tout cas. Après, normalement, c'est déclaré. On l'a vu là récemment. Il y a des déclarations quand même sur le nombre sur les sommes qui sont mises à disposition, mais voilà, c'est jamais non plus, voilà, et c'est pas une émission nette de 30 milliards, c'est des facilités pour l'emprunt, etc. Donc voilà, ce sera difficile à retranscrire, et je pense que là, il risque d'y avoir quand même un peu d'opacité, hein, par contre, hein, ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'avec le yuan numérique, l'e-euro demain, on pourrait imaginer que la finance décentralisée se fasse autrement qu'avec le dollar? Et plus loin, est-ce que ça permettrait à n'importe qui dans le monde d'accéder à ces MNBC chinoises, européennes ou américaines? Ah, peut-être. Après, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent l'interopérabilité, hein. Là, par exemple, on voit qu'à la BCE, ce qui a été dit, c'est que, en gros, hein, les, les stablecoins indexés sur l'euro devaient être interdits, en tout cas devaient être évités un maximum. Alors que c'était pas la posture de la Commission européenne qui parle même en fait de jetons indexés sur l'euro. Donc il y a un désaccord, je pense, entre la Commission européenne et la Banque centrale européenne qui, elle, veut garder ce monopole-là. Et après, vraisemblablement, la DCEP chinoise, c'est pas fait pour aller sur les exchanges, cette histoire-là. Alors, on pourra toujours avoir des warp DCEP, hein, comme on a des warp Bitcoin Voilà, j'imagine qu'il y aura des projets autour de ça, bien sûr, mais en tout cas, en tant que tel, c'est pas fait pour être interopérable avec ça, je pense pas. C'est un autre modèle, centralisé. C'est sûr, tu vois, il y a un truc assez intéressant aussi qui se passe en parallèle de ça, c'est la question du territoire numérique. Euh, Aujourd'hui, on est sur un Internet TCP/IP qui est ouvert, qui est censément global, même si c'est tenu en partie par des structures américaines, à la base, bon, on va dire très californiennes. Bon, il y a quand même une logique un peu d'ouverture. Là, ce qu'on risque d'avoir, et c'est en discussion notamment dans un organe de normalisation qui est ITU, qui s'occupe des télécommunications en Suisse. Et il y a eu une proposition chinoise qui s'appelle New IP. L'idée, en fait, c'est de faire un peu comme du territoire numérique. C'est-à-dire que en Chine, aujourd'hui, on a le bouclier d'or, donc le Great Firewall, là, le système qui permet de filtrer un certain nombre de contenus, savoir un peu ce que les personnes qui ont des abonnements en Chine à Internet regardent, etc., censurés, etc. Bon, ça, c'est déjà possible. Mais là, ça va bien au-delà. En fait, on a des Internets dissociés, en fait, territorialisés. Et donc ça, c'est une proposition qui a été faite, qui est suivie notamment par la Russie, l'Iran, qui souhaitent passer sur ce modèle-là. Et ça rejoint beaucoup aussi la question de la souveraineté numérique qui est discutée en ce moment au niveau européen, parce qu'on a vu aussi les difficultés à appliquer même RGPD, on a vu les difficultés aussi à avoir un système de santé numérisé un peu protecteur de données sensibles dans ce contexte. Et donc la souveraineté numérique devient un vrai enjeu. Et finalement, le corollaire, c'est aussi le territoire numérique. Et dans un contexte comme celui-là, il risque d'y avoir aussi des monnaies pour ces écosystèmes-là, quoi. Voilà, c'est MNBC en fait. Et dans ce contexte-là, les monnaies locales pourraient de fait prendre une part plus importante, où là aussi elles seront très clairement réglementées et un peu enrayées du territoire. Je sais pas.
Moi, j'espère quand même qu'il n'y aura pas un seul modèle hégémonique avec rien d'autre à côté. Ce serait quand même intéressant quand même de faire en sorte que se maintienne d'une certaine manière l'écosystème crypto actuel et qui se développe, qu'il y ait aussi des alternatives au niveau régional. Oui, ça peut être tout à fait pertinent. Je pense qu'une difficulté qu'on aura, nous, en tant qu'Européens, sur la MNBC, le crypto-euro, c'est que, en fait, la construction européenne autour de l'euro, elle est en partie fragile. C'est des négociations lourdes. Il y aura certainement peut-être besoin de renégocier des traités européens sur ça. Je vais pas regarder ça de manière extrêmement approfondie, mais vraisemblablement, s'il s'agit de le crypto-euro programmable, ça, c'est peut-être pas inclus aujourd'hui dans les compétences de la BCE. Il faudrait voir ça. On voit par exemple qu'en Chine, ils ont fait voter en fait en même temps que l'expérimentation à Shenzhen, la première en automne. Il y a eu une loi qui a été votée pour changer les statuts en fait de la Banque populaire chinoise. Donc vraisemblablement en Europe, on va devoir avoir la même chose, sauf qu'en Europe, ben, étant donné quand même qu'on est un grand nombre de pays et que c'est des négociations assez lourdes, ça risque ça aussi de faire perdre beaucoup de temps institutionnel. Donc il faudrait s'y mettre maintenant là aussi si on veut pas être freiné à ce niveau-là, hein. Parce qu'en Chine, c'est plus facile hein, pour faire ça. Pour aller un petit peu plus loin d'un point de vue droit international, ça changerait aussi pas mal de choses, ces monnaies numériques de banque centrale. Tu as un truc assez classique quand tu fais du droit international, c'est des traités bilatéraux d'investissement. C'est-à-dire que quand tu es une boîte qui veut faire un investissement à l'étranger, monter un gros business, une usine clé en main, quelque chose comme ça dans un autre pays, soit il y a déjà un traité bilatéral qui a été négocié et qui te paraît convenable, soit tu vas aller voir en gros ton État pour qu'il aille négocier finalement un traité bilatéral d'investissement, parce que souvent c'est des gros investissements avec ce pays pour rééquilibrer en fait les forces. Que quand tu vas dans un pays étranger, ben il y a l'armée sur place potentiellement, tu peux te faire exproprier. Il peut y avoir aussi une loi fiscale qui est faite de manière extrêmement défavorable pour ces structures étrangères. Il y a mille et une façons en fait de créer de l'expropriation directe ou indirecte. Et donc ça, c'est réglé par un certain nombre de clauses dans ces traités-là, et notamment des clauses autour des modalités de règlement des différends, qui peuvent être internationales, et généralement, bon, au niveau de la Banque mondiale, il y a tout un modèle en fait de règlement des différends pour les différents États et investisseurs. Ça, c'est dans un modèle où il n'y a pas de monnaie numérique de banque centrale avec la possibilité de permettre à l'investisseur de finalement être encore rattaché au niveau monétaire à son propre système. Et donc, au niveau du rapport de force, c'est-à-dire si on est avec un grand pays qui a aussi une monnaie numérique de banque centrale très intéressante, très puissante, avec des super smart contracts et une grosse infrastructure, elle arrive avec tout ce bagage-là. Et en fait, elle a même presque plus besoin de ce traité bilatéral pour faire en sorte que l'État en face se plie un peu à ses volontés. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure, si tu veux, de l'exécution de décisions de justice un peu automatisées sur ces dispositifs-là pour saisir en fait l'argent en fait qui est sur ces monnaies numériques de banque centrale, enfin sur ces protocoles-là. Et ben ça c'est un vrai enjeu pour les investisseurs quand ils veulent attaquer l'autre État. C'est pas du tout facile en fait, hein. Il faut déjà avoir épuisé toutes les voies de recours en interne. Enfin c'est très très lourd. Là ça peut vraiment fluidifier la chose au profit toujours du plus puissant. Voilà, en tout cas du plus puissant aussi en fonction de la puissance de négociation et de la monnaie numérique de banque centrale qui va être un élément aussi protecteur. Donc la question c'est sur ces opérations-là est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une monnaie numérique de banque centrale du FMI, par exemple, pour des opérations internationales ou poussée par la Banque mondiale, justement dans cette logique-là? Parce que la Banque mondiale, ce qu'elle permet, en fait, c'est que quand la sentence arbitrale est rendue par cet organisme-là, il n'y a pas la difficulté de ce qu'on appelle l'exéquatur. On n'a pas l'exéquatur automatique. C'est-à-dire que l'État, quand il va reconnaître la décision, il va pas pouvoir facilement dire non, non, bah, ça ne nous intéresse pas d'exécuter cette décision-là parce que bah, ça, on n'est pas tout à fait d'accord avec la justification, on va refaire une décision qui va aller dans un autre sens. Dans ce dispositif-là, c'est pas possible en fait. Donc ça fait en sorte, on est dans les situations où des États vont accepter une décision qui les condamne et reverser l'argent. Et en soi, voilà, personne se condamne lui-même. Voilà, c'est un peu cette logique-là. Bah, avec les MNBC, en fait, on peut dépasser ça techniquement. Et donc, ça invite à repenser ce modèle-là.
Dans l'article qui accompagne ce podcast que je mettrai en description, il y a une formule intéressante que tu mets, à savoir les routes de la soie numérique. Est-ce que tu peux développer un peu ce point, cette phrase? Ah ouais, en fait, c'est la Belt and Road Initiative. C'est un vrai gros projet chinois, en fait, pour essayer de reconstruire. Alors, c'est voilà, l'idée de la route de la soie, c'est un peu l'ancienne globalisation type Renaissance, hein. Et donc là, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des infrastructures numériques. Et en gros, hein, un des fers de lance de cette dimension-là, c'est Huawei et sa politique d'infrastructure 5G. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de difficultés aussi pour Huawei dans ses relations avec les États-Unis, avec certains pays européens. Donc, c'est pas d'une simplicité totale pour la déployer. Et en fait, justement, hein, cette initiative-là va bien au-delà aussi de ce qu'était la route de la soie initiale. Ça va en Afrique. Enfin, voilà, le continent visé aussi, c'est l'Afrique, hein. C'est un lieu vraiment qui risque d'être structurant dans l'expérimentation de ces monnaies numériques de banque centrale. Parce que, en plus, tout ce qui est pays franc CFA, ils se sont un peu reconstruits. Ils ont réussi un petit peu à négocier pour s'émanciper en partie du franc CFA avec l'éco. Il y a eu la crise sanitaire qui est venue, donc ça a ralenti les choses. La Banque de France reste encore bon, tout à fait attachée à ça, en fait, hein, puisque elle a encore un rôle quasi administratif sur les sommes qui sont émises en francs CFA ou en futur éco. Et on peut imaginer que dans cet état où c'est un peu le chaos monétaire dans un certain nombre de pays africains, s'il y a une monnaie numérique de banque centrale chinoise qui arrive et qui est finalement la condition pour l'obtention de prêts, eh ben, certains pays et certaines grosses structures sur place risquent d'accepter. Et là, en termes de mainmise structurelle, c'est énorme. Voilà. Pour conclure, Mathieu, est-ce que tu penses que Bitcoin pourrait devenir l'étalon de ces monnaies numériques de banque centrale, au même titre que l'or au début du dollar notamment? Franchement, je sais pas. Je pense que la Chine va pas, certainement pas prendre Bitcoin comme étalon, ça c'est à peu près certain. Mais quoique, mais je pense qu'il y a en tout cas un certain nombre de pays. Je pense que certains pays, peut-être la Suisse ou des paradis fiscaux ou des pays qui sont peut-être pas forcément, qui sont en embargo, peuvent essayer de pousser ça pour en tout cas eux asseoir finalement leur monnaie sur un nouvel étalon numérique. Ça me paraît pas complètement improbable pour ce type de pays-là. Après, je vois pas de grandes puissances internationales qui cherchent aussi à conserver le contrôle. Je vois ça, très honnêtement. Et alors la Chine, Ouais. vraiment pas. Voilà. Ce que je crains, c'est que les usages en fait sur les MNBC soient, alors peut-être pas avec la monnaie numérique Banque Centrale Européenne, hein, mais celle d'autres pays risquent d'être peut-être plus efficaces en fait en termes et les usages risquent d'être plus nombreux, ça risque d'être plus fluide et il y aura toujours un peu ce recours potentiel aux États en cas de difficulté. Bon, qui ne s'est pas fait pirater quelque chose dans le domaine des cryptos, hein. Bah, je pense que les personnes à qui ça arrivera vont se dire bon bah allez on va quand même aller voir ce qui se passe au niveau des monnaies de banque centrale et les usages risquent d'être assez pertinents, voire un peu imposés dans certains cas. Donc oui, je pense que ça risque de bah, là en plus on est quand même à un stade qui est encore très expérimental sur la crypto, c'est très intéressant, il y a plein de choses qui se font, mais c'est une source d'inspiration pour ces MNBC et leurs usages. Mais bon, peut-être que les deux vont en tout cas un certain temps vivre en parallèle. Je pense que, et on verra ce qu'il emporte. Bon, vraisemblablement, bon, ce sera peut-être pas Bitcoin, mais bon, on verra bien, hein. Je veux dire, on verra bien. Ouais, et ce sera justement très intéressant de voir un peu le virage qui sera pris par ces MNBC et en fonction des MNBC de voir un peu comment les cours réagissent. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à toutes nos questions et de t'être prêté au jeu hein, sur cette thématique passionnante, les monnaies numériques de banque centrale. On aura probablement l'occasion d'y revenir très régulièrement sur Cryptost pour suivre un peu l'avancée du e-euro et des autres monnaies numériques de banque centrale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu avec cette révolution, très clairement. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer là encore des intervenants ou des thématiques que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les news crypto. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.